euh, qui, en fait, nous amène à trouver une posture souvent inspirée de la position basse, j'ai envie de dire, pour intervenir avec efficacité afin de dénouer finalement tout un ensemble de difficultés relationnelles que l'on peut être amené à croiser dans le fonctionnement des organisations. Et j'ai envie de dire, et je reviendrai dessus tout à l'heure, dans la banalité du quotidien du fonctionnement de ces organisations. Donc, le jardinier est paisible, le jardinier jardine, le jardinier intervient d'une manière assez sobre finalement. Peut-être il peut désherber d'un côté, mais il va aussi s'intéresser un peu aux interactions entre les plantes, parce qu'il y a des interactions qui sont plus ou moins fructueuses, et puis il va essayer de soigner la terre sur laquelle il essaye de faire pousser des jolis légumes. Et ben, tout ça, en fait, je trouve, se prête très aisément à la comparaison, en fait, avec le fonctionnement des organisations, avec cet art et cette manière de faire avec les difficultés relationnelles pour que finalement, j'ai envie de dire, elles étranglent le moins de personnes possible au passage, quoi, en fait, dans le fonctionnement des organisations. Bon, mais en même temps, on voit bien qu'il y a souvent des choses assez dures qui se passent dans les organisations. Et je trouve qu'à partir de cette sensibilité interactionnelle, on peut influencer très largement un réassouplissement des fonctionnements relationnels dans les organisations. Moi, en tout cas, pour me présenter rapidement, puisque Marie-Christine me le proposait, eh bien, en fait, mes activités aujourd'hui se répartissent, j'ai envie de dire, entre trois grands domaines. L'accompagnement individuel, qui est soit thérapeutique, soit type coaching, l'accompagnement collectif, et c'est celui que j'aime le plus pratiquer dans mon activité, c'est-à-dire l'accompagnement sur des situations complexes, des grands groupes de personnes, finalement, auprès desquels j'interviens. Alors, des grands groupes de personnes, ça peut être même parfois plusieurs milliers de personnes, comme par exemple sur la ligne B du RER, ou ça peut être aussi des comités de direction, etc., etc. Et je le fais toujours à partir de cette sensibilité interactionnelle et toujours à partir de ma lecture du fonctionnement des organisations ou des systèmes sur lesquels j'interviens, comme des jardins finalement. Enfin, j'y vois là un jardin avec des tas d'interactions dans tous les sens, et je vais essayer de jouer assez subtilement avec ces jeux d'interaction. Donc, merci de m'accueillir ce soir dans cette conférence. Je suis heureux de retrouver NLPNL. Je suis heureux de retrouver des visages connus, parce qu'il y en a parmi vous que j'ai déjà eu comme élève aussi dans mes formations. Parce que, alors voilà, c'est le troisième triptyque de mes activités. L'Institut Repère m'a fait la joie de m'accueillir depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant comme formateur sur les formations systémiques. Et puis, bon, j'ai repris aussi les formations à mon compte ces dernières années. Et puis, ben, je dois à toute cette expérience de formation une grande partie de ma notoriété aussi en tant qu'intervenant systémicien. En fait, toutes ces personnes que j'ai l'occasion de former deviennent des super ambassadeurs pour diffuser cette sensibilité interpersonnelle dans les contextes dans lesquels ils travaillent eux-mêmes. Et voilà, et ça m'a donné de très belles opportunités tout au long de ces 20 dernières années. Et donc ce soir, l'idée, c'est de partager avec vous un peu cette lecture plus interactionnelle, plus en termes de jardinage du fonctionnement des organisations et des intervenants que l'on peut constituer. Et en préparant cette conférence, donc ça m'a occupé beaucoup, en fait. Je suis sur la conférence depuis l'été dernier, parce que voilà, j'ai beaucoup lu. J'ai vu une première demande d'une conférence que je devais faire à Bruxelles à l'occasion des 20 ans de Virage, et puis c'est tombé à l'eau, et puis Marie-Christine m'a rattrapée,
Et j'ai dit, ah bah, allez, on repart sur l'histoire du jardinier. Je vais partager avec vous ce soir quelques points de repère. Alors, parce qu'en fait, voilà, ça, je me disais, quelles que soient vos pratiques, vous pourriez tous être potentiellement des jardiniers relationnels, vous aussi. Et donc j'avais envie de vous donner 4 points de repère majeurs ce soir. Et je vous propose qu'on se balade finalement pendant les 2 heures qu'on a devant nous au travers de ces 4 points de repère. Alors, le premier point de repère, et on fera des stops, on fera des petites stops conversationnels au milieu de ces différentes balades. Le premier stop qu'on fera, c'est qu'on va parler d'interaction, on va parler de difficultés relationnelles. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une difficulté relationnelle d'un point de vue interactionnel? Ça, c'est un peu la pierre angulaire de l'édifice que je pourrais partager avec vous. Et puis après, dans la deuxième partie, je vous propose de partager avec vous ma représentation des organisations comme des jardins. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler jardin, on va essayer de voir les organisations du travail comme des jardins. Qu'est-ce que ça veut dire que de les voir ainsi? Et puis après, on pourra commencer, troisième partie, à parler de jardinage. Et moi, mon truc en matière de jardinage, c'est pas trop le jardinage à la française, mais c'est plus le jardinage un peu type permaculture, quoi. C'est un peu le bordel, en fait, dans mon jardinage, pour le dire autrement. Mais c'est de ce bordel-là qu'on naît une certaine forme de richesse, quoi, j'ai envie de dire. De la variété, des choses inattendues qui se passent, etc., etc. Et donc, en fait, je me suis amusée ces dernières années à essayer de faire un fort rapprochement entre les principes, les 12 principes de la permaculture, peut-être que certains d'entre vous les connaissent, et puis les 12 principes du jardinier relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a possibilité de trouver une correspondance entre les uns et les autres? C'est ce que je vous expliquerai dans la troisième partie. Et fort un peu de tout ce qu'on se sera dit alors, eh bien, on esquissera en fait un peu le portrait du jardinier relationnel. À quoi ressemble-t-il? Quelles sont les bottes qu'il chausse? euh, Quelle est sa posture alors à ce moment-là? Comment on pourrait la caractériser? Et c'est là où je pense que tous, vous pouvez être un peu jardinier relationnel. Comme en plus je vous envisage tous comme des spécialistes de la PNL. Moi j'y connais rien en PNL, sauf à avoir suivi une formation avec Paul, hein, donc c'est au moins le minimum. Mais bon, dès qu'on suit une formation avec Paul, on en apprend beaucoup. Donc je suis un peu embarrassée pour dire que j'y connais rien en PNL, mais quand même j'aime bien dire ça pour taquiner les uns et les autres quand je suis à l'Institut Repère, parce que souvent ça bouscule un petit peu ce que je peux amener à partager en matière d'approche interactionnelle finalement. Voilà un peu la balade que je vous propose pour ce soir. Et puis, peut-être alors j'ai préparé à la hâte encore, enfin voilà, encore tout à l'heure, j'étais sur un document PowerPoint que j'ai préparé, que je pourrais partager avec vous un peu tout au long, comme ça, comme des petits points de repère qu'on va aller, mais sinon, je vais me laisser aller à une certaine forme de spontanéité. Et je me disais, oh, bah, tiens, voilà, on parlait de difficultés relationnelles. J'ai trouvé un exemple de difficulté relationnelle que j'avais envie de partager avec vous. C'est une courte vidéo qui est faite par nos amis québécois. Ils ont un centre d'intervention sur les situations de travail qui sont un peu difficiles là-bas. Et je me disais que je pouvais commencer par partager ça avec vous. Alors, je vais essayer de le faire correctement. Vous allez me dire si ça fonctionne. Alors, comment? Ah. Alors, où se cache ma vidéo? Excusez-moi, ça a bougé depuis tout à l'heure. Tu l'avais, tu me l'as passé. Ouais, je te l'ai passée. La voici. Je la vois apparaître. Alors, il faut que je recommence le partage. Hop, je recommence. Pourquoi ça?
Je ne le vois pas sur mon écran partagé. Tiens. Tu vois, je t'avais dit. Je suis désolée. Non, non, mais Marie-Christine. Marie-Christine. bien. Rien, je t'avais dit, Ça, c'est Nelly qui parle. Ça, c'est un grand mystère, alors. On l'avait tout à l'heure. Oui. Ah ouais. C'est les mystères de la technique. Quand on fait des répétitions, ça marche impeccable. Bah oui. Et après, en live, Je le vois sur mon ordi. plein de Donc... surprises. C'est comme les jardins. Ah bah voilà, ça y est. Elle est réapparue. Alors, hop, je vais pouvoir vous partager ça. Bon, j'espère que... attendez, excusez-moi. J'arrête le partage. Je vais le recommencer parce que j'ai besoin de vérifier. Voilà, c'est bon. Hop, je partage comme ça. Je modifie l'affichage ici. Alors, hop, diaporama. Zut, excusez-moi, il faut que j'arrête. Alors, afficher. Excusez-moi, affichage, diaporama. Voilà, hop. Bon, on va faire autrement. Je suis désolée, hein, c'est pas grave. Tout de suite, réunion Zoom, voilà, on va revenir. Merci. Bon, ça c'est bon, on fait comme ça, je fais partager, voilà, c'est parfait. Allez, j'espère que vous allez bien la voir. J'essaye de l'afficher en fait. En grand. En grand, ouais. Olivier. Vous l'avez en petit là aussi, c'est ça? Oui. En bas à droite. Il faut En bas à droite. Oui, en bas à droite, ouais. Plus En bas. Plus bas. plus Là, voilà, là. Encore, presque. Tu brûles. À gauche. Plus bas. C'est tout bas. À Voilà. gauche. À gauche. À côté du moins. Voilà, à côté du moins. Non, encore à droite. Plus bas. Presque. Voilà, dessous, là. Dessous. À droite. À côté. Voilà. Hop, trop loin. Il a manqué. En fait, non mais vous devez avoir un point de repère que je n'ai pas de mon côté. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Alors, Voilà. Hop, Là, tu étais près de là. Voilà. C'est voilà. Voilà. Super. Merci. C'est bon. On en parlait avec Fabienne l'autre jour un peu du travail d'équilibriste qu'on fait parfois. Merci. Allez, c'est parti. On regarde ce petit extrait. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Je balance pas dans ma caisse de 11,50. Fait que mon patron va encore me demander de le rembourser. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je suis étudiante. C'est moi qui paye pour mes cours. Ça, là, le 11,50, ça équivaut à 1 heure de salaire pour moi. Fait que, je me demandais si vous pouviez m'aider. C'est juste si vous avez un peu de chance, genre, juste pour la balance, là. Ça serait super fin. Merci. C'est vraiment super fin. Merci. C'est vraiment gentil, c'est Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse la balance de ma caisse. T'as encore fait des erreurs dans la caisse, c'est ça? T'as bu sa job? T'as encore bu sa job? Qu'est-ce que je fais, moi, là? Qu'est-ce que je fais? Tu vas rien faire pour tout, OK? Parce que t'as aucune idée de ce que je suis en train de vivre! Amélie! 11,50
Bon, voilà, ça démarre fort, en fait, avec cette... en fait, enfin voilà, quand on parle de difficultés relationnelles, du point de vue de l'approche de Palo Alto, on parle tout le temps de difficultés qui sont des difficultés récurrentes. C'est-à-dire que voilà, chacun essaye finalement de faire pour le mieux pour essayer de résoudre cette difficulté, et puis les relations se tendent, et puis elles deviennent explosives, un peu comme on le voit dans cette vidéo. Et bon, et dans un monde du travail qui se tend de plus en plus, finalement, ces situations interactionnelles sont de plus en plus fréquentes. On a, où tout est un peu ajusté, on a de moins en moins de marge de moins en moins de marge de souplesse. En fait, je pense qu'une lecture interactionnelle va nous réouvrir ces marges de souplesse. Et alors, c'est intéressant parce que, bon, moi, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. J'ai écrit une thèse sur ce sujet-là. Et à l'occasion des travaux que j'ai pu faire, j'ai pu retrouver en fait un certain nombre de citations, bien entendu. Et notamment, j'ai découvert une auteure qui m'était méconnue en fait jusqu'à présent, qui s'appelle Mary Parker Foley, qui était une anthropologue qui travaillait aux États-Unis, mais au siècle dernier, il y a plus de 100 ans de ça. Et elle écrivait à l'époque, il y a plus de 100 ans, que la finalité de l'entreprise ne devait plus être le profit, mais la vie, une vie qui soit plus riche pour les hommes et les femmes qui travaillent dans ces organisations. Et je trouve que là, déjà, on a un premier élément en fait, qui nous renvoie vers la richesse en fait, de ce qui se passe à l'intérieur des jardins, dans lequel on n'a pas des intervenants qui sont là pour ordonner les choses, pour dire comment ça doit se passer. Et finalement, quand ces interactions sont harmonieuses, eh bien, au bout du compte, on va avoir des échanges fructueux entre la terre, les plantes elles-mêmes, etc., etc. Et on va se retrouver donc avec des jolis légumes, des jolis fruits, etc., etc. Et donc, le pari, il est un peu là, quoi. Est-ce qu'il est possible de changer en fait les modes d'intervention dans les organisations? Comment est-ce qu'on devrait intervenir demain dans les organisations pour pouvoir faire en sorte que les interactions y soient plus souples sur le plan relationnel? Et bon, l'approche de Palo Alto est très inspirée par les travaux de Gregory Bateson, et lui, Gregory Bateson, nous dit que la plupart de nos problèmes résident dans l'écart entre les modes de pensée de l'homme et le mode de fonctionnement de la nature. Donc, nouvelle interpellation sur tout l'intérêt, finalement, de se pencher sur le fonctionnement des organisations, à l'image un peu de ce qu'on y trouve dans les jardins. Et c'est ce que je vous disais donc en introduction. À ce moment-là, dès qu'on se saisit de la métaphore, eh bien, il va falloir se focaliser. En fait, il faut faire des différences. Bateson nous dit ça, il faut faire des différences qui fassent des différences. Et pour faire des différences qui fassent des différences, moi, les 4 différences que je vous propose ce soir, c'est de se focaliser sur les interactions comme clé de lecture d'un certain nombre de dysfonctionnements, de difficultés relationnelles, voir l'entreprise comme un jardin, je vais vous éclairer sur ce que ça veut dire, pratiquer la permaculture humaine, je crois qu'il y a des ouvrages qui sont sortis dans ce sens-là maintenant, et puis enfiler ses bottes de jardinier pour pouvoir avoir une bonne posture finalement qui soit facilitante pour nos interventions. Et ça, c'est ce que je disais à Marie-Christine aussi en introduction. Moi, je pense que quelles que soient les pratiques que l'on ait, qu'on pratique la PNL, qu'on pratique l'approche de Palo Alto ou qu'on pratique d'autres approches, ce qu'on va partager ensemble est tout à fait valable pour interroger nos modes d'intervention dans les organisations. À quoi participe-t-on? Qu'est-ce qu'on entretient? Qu'est-ce qu'on facilite? Qu'est-ce que parfois, involontairement, on peut venir peut-être crisper dans le fonctionnement de ces organisations? Je vous propose là, tout de suite, et puis on fera un premier temps d'échange, de nous focaliser donc sur les interactions. En fait, pour nous,
jardiner dans le champ des relations humaines, c'est intervenir sur des boucles interactionnelles. Pour ceux qui ont suivi la formation avec moi, ils voient tout de suite de quoi je parle, mais peut-être pour les autres, je vais donner quelques précisions. Moi, je trouve que c'est très intéressant de lire les petites situations là qu'on a vues dans ce restaurant. On peut se poser la question en se disant ben non, c'est la faute du patron, non, c'est la faute de l'employé, etc., etc. Mais aussi, on peut lire la situation comme la difficulté interactionnelle. Il y a une manière de la voir d'un point de vue qui soit, j'ai envie de dire, déculpabilisant, en disant, mais enfin, je vais le dire avec le sourire, c'est un petit peu parce que les deux s'y prennent comme des patates en fait, dans cette situation-là, que tout d'un coup, eh bien, ils se font un peu la courte échelle finalement pour bloquer cette situation. Donc, en fait, du point de vue de l'approche de Palo Alto, nous partons toujours du principe que la difficulté relationnelle sur laquelle on intervient est une qualité émergente d'une boucle interactionnelle. Et donc là, je vous affiche en fait le schéma de cette boucle interactionnelle. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a... Tiens, ça, il faut que je l'enlève. Peut-être, hop, voilà. Une boucle interactionnelle, prenons la situation, imaginons que voilà, la serveuse s'appelle Pascal et le patron s'appelle Alain dans cette vidéo. En fait, quand le patron voit Pascal, la serveuse, en train de faire la quête, il a une manière de décoder cette situation-là qui... Je ne sais pas comment il interprète les choses, je ne suis pas dans sa tête, mais s'il était en face de moi, je lui poserais la question. Je lui dis, mais vous en pensez quoi? Vous dites quoi à ce moment-là? Et alors, je ne sais pas, il pourrait se dire, mais pourquoi elle va me faire passer? Enfin, je vais être honteux, en fait, d'avoir cette collaboratrice qui fait la quête comme ça dans mon restaurant. Il faut que je l'en empêche. Et donc... il va agir de telle manière à lui faire des reproches, en fait, à ce moment-là. Mais les reproches qu'il va lui faire, Pascal, elle aussi, va y donner une signification et elle va se dire, ce type est vraiment... n'écoute rien de ce que je peux essayer de faire et lui faire passer. Et donc, il faut que je lui explique probablement avec beaucoup plus de force et de conviction. Et en fait, on le voit bien que là, involontairement, le comportement de l'un devient une information pour l'autre, puisqu'on ne peut pas ne pas décoder ce qui se passe, et involontairement influence la manière de chacun de réagir. Et en fait, au bout du compte, eh bien, on arrive à une situation qui va être une situation conflictuelle. Et c'est intéressant parce que quand on voit en fait les situations de difficultés relationnelles comme étant des qualités, alors on appelle qualités émergentes, on parle de qualités émergentes, c'est-à-dire que il faut l'entendre comme résultant de, étant la conséquence de, eh bien, et non pas une qualité, hein, bien entendu, mais comme résultant de. C'est intéressant parce que pour pouvoir accompagner ce genre de situation, il suffit de trouver, j'ai envie de dire, quelqu'un qui aimerait que ça se passe différemment pour pouvoir finalement assez facilement, assez rapidement pouvoir transformer la situation. Un petit peu à l'image d'une partie de tennis, en fait, dans laquelle on a tendance comme ça à se renvoyer la balle. On imagine que le premier joueur serve. En fonction du service qu'il va faire, le deuxième joueur va lui renvoyer la balle, mais en fonction de la manière dont la balle sera renvoyée, eh bien, le retour sera d'autant plus fort, etc., etc. Maintenant, si on fait un peu une métaphore entre les deux, un lien entre les deux, entre cette métaphore du tennis et de la situation conflictuelle, pour que la situation conflictuelle, je vais le dire d'une manière un peu rapide, mais il suffit qu'il y en ait un de deux qui pose la raquette pour que l'interaction qui est martyrisante s'arrête. Eh bien, voilà un peu une activité du jardinier
il va... et Marie-Christine disait, en introduction, j'ai bien aimé un peu cette idée de comment changer l'inchangeable. Et bien oui, pour changer l'inchangeable, parfois, il suffit d'arrêter de faire ce qu'on essaye de faire et qui ne marche pas, pour voir un peu ce que devient à ce moment-là l'interaction, ce que devient la boucle interactionnelle, quoi. Et alors, c'est très intéressant parce que bon, les travaux étaient inspirés par le travail de Gregory Bateson. Mais quand j'ai découvert Mary Parker, je l'ai découvert bien plus tard. Et cette femme qui avait vécu à peu près 50 ans avant Gregory Bateson, Bateson est né en 1904 et Mary Parker est décédée en 1934, je crois, quelque chose comme ça. Elle, à son époque, mais Bateson ne la cite pas en fait, c'est un peu dommage. Mais elle parlait de ce qu'elle appelait la causalité circulaire. Et donc, j'avais noté une de ces expressions que j'aime beaucoup, qui résume ce que c'est que la causalité circulaire, parce que je trouve que on est tous concernés en fait par cette notion de causalité circulaire. Et elle disait, la causalité circulaire, c'est quoi? Je ne réagis jamais à vous, mais à vous plus moi. Ou pour être plus précis, c'est moi plus vous réagissant à vous plus moi. Je ne peux jamais vous influencer car vous m'avez déjà influencé. C'est-à-dire que le processus même d'une rencontre, par le processus même d'une rencontre, nous devenons tous deux quelque chose de différent. Cela commence avant notre rencontre, dans l'anticipation de la rencontre. On est tous, on fonctionne un peu tous pareil. On vient tous avec nos... En PNL, je crois que vous avez des choses très précises pour dire ça. On a tous une représentation qui influence notre manière d'interagir. Et en fait, si on agit différemment, on aura des représentations qui vont être probablement assez différentes. Donc ça, c'est un peu le point de départ de l'approche de Palo Alto, cette idée d'interaction, de lire en fait les difficultés relationnelles comme des qualités émergentes des interactions. Voilà, je fais une petite pause, 5 minutes, parce que peut-être vous avez des questions en fait. Moi, je n'arrive pas à regarder la conversation en même temps. J'arrête le partage. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des remarques? La première demande que je peux relater, c'est que tu mettes tes slides en diaporama, s'il te plaît, Olivier. Si tu veux. Pardon. Oui, bien sûr. C'est petit. Ouais, Merci je beaucoup. fais ça. Avec plaisir. Bon, Et éventuellement, donc c'est Arnaud. Quand tu parles de qualité émergente, oui. je veux bien que tu nous précises un petit peu plus ce que tu veux dire par là. Je vois cette idée de boucle interactionnelle, etc. Donc rentrer dans la systémique, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc ce que tu appelles, quels seraient des exemples de qualité émergente? En fait, la notion de qualité émergente, ça renvoie à un principe systémique. En fait, l'approche systémique a été construite sur la théorie générale des systèmes. Et le premier principe, c'est le principe de totalité que vous devez connaître vous aussi dans la PNL, que souvent on résume en disant 1 + 1 = 3, en fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'interaction entre deux éléments du système fabrique quelque chose que tu ne vas pas retrouver dans un élément ou dans l'autre du système, mais qui est fabriqué par l'interaction. Donc, quand je parle de qualité émergente, en fait, notre réflexe culturel, quand il y a une situation conflictuelle, c'est souvent d'essayer de savoir, soit de chercher la cause du problème, soit d'essayer de trouver un responsable, en fait, de la situation. Enfin, on essaie de faire une espèce d'arbitrage comme ça. Et d'un point de vue systémique, on ne va pas du tout dans le sens de l'arbitrage ou de chercher la cause. Notre point de départ, c'est de dire le conflit est une... C'est parce que les gens s'y prennent comme des patates que le conflit existe. C'est la faute ni des uns ni des autres, ça résulte de l'interaction. Je vais donner une autre métaphore pour mieux me faire comprendre, peut-être. Pour la notion de qualité émergente,
l'eau, le côté mouillé de l'eau, en fait. Si tu regardes du côté des molécules d'hydrogène et des molécules d'oxygène, tu n'as pas le côté mouillé de l'eau. En fait, c'est l'interaction entre les molécules d'hydrogène et la molécule d'oxygène qui donne la caractéristique mouillée de l'eau. Tu vois, Donc il y a une nouvelle forme qui vient de l'interaction entre les deux ou plusieurs. Et cette nouvelle forme, c'est le conflit. Je sais bien que culturellement, on n'a pas trop l'habitude de penser les choses de cette manière-là, mais c'est comme ça qu'on les voit d'un point de vue interactionnel. Ce n'est pas les individus qui sont responsables du conflit, c'est la manière dont ils sont en interaction les uns les autres qui fabrique le conflit. Donc, il suffit qu'il y en ait un des deux qui bouge pour que le conflit disparaisse, en fait. C'est ça qui est intéressant. Voilà ce que ça veut dire. Au passage, ça fait un peu penser à l'approche narrative où on dit le problème n'est pas la personne n'est pas le problème c'est quelque chose en soi sur lequel on peut travailler. Exactement. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, ça va être passionnant parce que déjà, c'est un peu plus doux. Parce que si tu arrives dans une organisation pour faire un diagnostic, en général, tout le monde a un peu la trouille en se disant vu qu'on ne soit pas désigné comme étant les responsables de la situation, d'une part, et d'autre part, moi, ce que j'adore, en fait, à partir de ce changement culturel-là, parce qu'en fait, ce que je vous propose ce soir, c'est 4 changements culturels. À partir de ce changement culturel-là, eh bien, par exemple, tu n'as pas besoin d'organiser une médiation pour résoudre un conflit. Parce qu'il suffit que tu arrives à attraper une des personnes, attraper voulant dire intéresser à la résolution du conflit, une des parties en conflit, pour qu'unilatéralement, elle ait une influence forte sur la situation pour y produire des changements. Donc, en fait, moi, je trouve que partir du principe de cette notion de qualité émergente, ça nous ouvre des marges de manœuvre beaucoup plus importantes que notre mode habituel de raisonnement ne nous offre pas. Ok, ouais. Donc, intéresser les personnes à la résolution du conflit. Voilà, essayer de se trouver un partenaire parmi les personnes impliquées dans la situation. En fait, pour aller un tout petit peu plus loin, souvent, c'est ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui ont essayé le plus de choses pour changer la situation en vain. De ce côté-là, on a potentiellement des personnes qui vont te dire dans un premier temps j'en peux plus, c'est aux autres de changer, dites-leur, moi j'y arrive pas. Sauf que si on fait ça, on va faire perdurer la difficulté. En revanche, peut-être que ces personnes-là, on arrivera à les mobiliser en leur disant ok, mais peut-être nous, on voudrait vous proposer une petite expérience pour changer quelque chose. Est-ce que ça vous intéresserait de tenter une expérience pour voir ce que ça donne? Écoutez, allez-y, moi je suis preneur d'un conseil, ça m'aiderait bien. Et donc, on va aller dans ce sens-là pour les aider. Et même si les autres ne veulent pas changer, on s'en fout, ça n'a aucune espèce d'importance parce que à partir de l'interaction qui va être différente de leur niveau, à leur niveau, probablement qu'on aura des résultats très rapides et très spectaculaires en termes d'évolution de la situation, si ce qu'on leur fait faire n'est pas plus de la même chose qui ne sert à rien au regard de la situation, pas plus de la même chose qui a déjà essayé, parce que c'est souvent un peu la difficulté, c'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont comme ça prises dans une difficulté relationnelle ont le sentiment déjà d'avoir essayé des tas de choses différentes. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que ces tas de choses différentes qu'elles ont essayées sont souvent plus de la même chose, plus d'un même message qu'elles essayent de faire passer. Comme par exemple, moi, mon fils, j'essaie de trouver toujours une nouvelle idée pour l'inviter à arrêter de jouer à la PS4, mais ça ne marche jamais. Voilà. Et peut-être que j'anticipe un peu, mais c'est quoi un exemple de faire quelque chose de différent au niveau systémique en entreprise?
Alors, faire quelque chose, c'est aller à l'opposé de ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Et donc ça, on dit que du point de vue de l'approche interactionnelle, on préfère faire des choses illogiques qui fonctionnent que des choses logiques qui ne fonctionnent pas. Et donc, pour changer l'inchangeable, c'est tout à fait possible. Si on fait des choses illogiques qui fonctionnent, on peut changer l'inchangeable dans les organisations. C'est changer l'inchangeable, c'est le titre d'un des grands thérapeutes de l'approche de Palo Alto qui s'appelait Richard Fish. En anglais, c'était Changing Unchangeable. Et en fait, on va à l'opposé de ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Alors, ça va bien, comme ça, entre nous, de le dire très rapidement. Dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Ça demande beaucoup de subtilité, beaucoup d'attention, beaucoup de finesse dans l'art et la manière d'amener quelqu'un à faire l'inverse de ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent, qui lui semblait être la seule chose logique à faire en regardant la situation, mais qui malheureusement ne fonctionnait pas. C'est ça la grande difficulté avec l'approche interactionnelle. Mais si tu poses cette question, c'est très simple. Il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Et un exemple d'inverse? Un exemple d'inverse, mon fils, il faut que je l'amène à jouer beaucoup plus à la PS4. Ah oui, d'accord, donc prescrire le problème. Hein. Voilà. Olivier, je veux bien Mon poser cher une Paul. question aussi. Je pense qu'il y a plusieurs inverses aussi. Vas-y. Et l'histoire, elle est lequel choisir. Mais vas-y, tu peux... C'est tout. C'est une question. Comment on fait quand on a plusieurs inverses en possibilité? Moi, j'ai envie de dire, tu prends celui qui te fait plaisir. Tu prends celui qui te fait plaisir à ce moment-là, du moment que c'est vraiment à l'inverse. Tu vois, tant que c'est à l'inverse, moi, je me fais zéro souci. Tu iras dans le bon sens pour aider à la transformation de la situation. D'accord? Donc, si tu imagines plusieurs inverses, tant que c'est vraiment à l'inverse, ce sera aidant. Ce sera systématiquement aidant. Après, alors, l'histoire, c'est par rapport à ton fils, ça va être vraiment comment tu vas lui présenter ça. Alors voilà. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, par exemple, je vais lui dire, je pourrais lui dire que je me suis trompée jusqu'à présent, que je n'avais pas compris que pour lui, c'était extrêmement important et que, en fait, vu l'engagement dans lequel il est en train de se construire un métier avec ça. Et si je le dis très sincèrement, pas sur le ton de l'ironie, ça va être très intéressant peut-être qu'il va me dire, mais papa, tu déconnes, ou il va me dire, ah ben écoute, ça me soulage. Je suis contente de voir que parce que oui, effectivement, il y a plein de choses que tu ne connais pas dans les jeux de vidéo. Je te dis ça parce qu'il me l'a déjà dit. Et donc, je lui dis, vas-y, apprends-moi. Mais bon, voilà, c'est dur. Nos positions sont souvent... C'est ça qui est difficile aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose de vertigineux dans l'idée d'aller à l'inverse. Donc moi, par exemple, pour aller un tout petit peu plus loin, dans une manière de travailler à l'inverse, bien, mes interlocuteurs, je leur dis, qu'est-ce que vous allez faire si aujourd'hui vous saviez que la situation ne va jamais changer? Alors, qu'est-ce que vous feriez de différent? Et souvent, ils trouvent des idées qui sont des idées intéressantes. Et Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin, hein, je vais vous dire un truc un peu bizarre. Mais j'avais d'ailleurs ce client au téléphone cet après-midi, c'est assez rigolo. J'ai un client avec lequel je travaille depuis au moins 15 ans ou 20 ans. C'est la ville de Lausanne, en fait, en Suisse.
Et ils ont une cellule spéciale d'aide à la résolution des conflits là-bas. Et Julien et Yarmila qui conduisent cette cellule depuis plus d'une dizaine d'années. Julien dit toujours, nous, on adore bosser avec Olivier parce que les gens démissionnent tout seuls. Ils résolvent unilatéralement, en fait, la difficulté. Et donc là, je vais aller les voir bientôt pour faire un peu de la supervision avec eux. Et Julien me disait encore cet après-midi, oui, en fait, tu vas réussir à nous faire démissionner. Nous, on va quitter la ville avant pour voir un autre. Voilà. Donc, résolution unilatérale de la difficulté, ça ne veut pas dire que on fait disparaître la difficulté, mais celui qui devient notre partenaire pour la résolution, pour lui, il n'y aura plus de problème, c'est sûr. Et ça se symbolise en fait dans cette idée de démission. Et c'est vrai, c'est fou le nombre d'interventions dans lesquelles j'ai eu des personnes qui ont démissionné, mais jamais personne ne s'est plaint, ni ceux qui démissionnaient, ni ceux qui voyaient ceux qui démissionnaient. En fait. Donc, bon, voilà, c'est une image. Donc, tant que tu vas à l'inverse, Paul, c'est bon, il n'y a pas de souci. OK ? Moi, j'ai une question. Est-ce que ce que vous dites, c'est en lien avec le virage à 180 degrés qu'on appelle en Exactement. systémie? Oui, c'est D'accord. tout à fait ça. Absolument. D'accord. Ok. Merci. On va un petit peu plus loin. Alors, je repartage mon écran et je vais le mettre en diaporama. Hop. Alors, le petit bouton magique qui est là. Alors, en fait, il y a quelques années, il y a un ouvrage tout à fait passionnant qui a été fait par Le Point sur la philosophie des jardins. Et il y avait cette phrase de Mircea Eliade, le jardin ne doit pas être simplement un biotope, mais aussi un psychotope. Ce lieu dans lequel l'esprit peut trouver la satisfaction dans ses aspirations. Moi, je trouve que c'est vachement beau pour les métiers qu'on fait, quoi. Enfin, si on peut faire en sorte que psychologiquement, les personnes puissent s'épanouir dans les organisations de travail, c'est intéressant d'envisager l'organisation de travail comme un lieu d'épanouissement, on va dire, intellectuel, humain, tout simplement. Donc voir l'organisation de travail comme un jardin, ça ouvre, je trouve, des tas de possibilités. Alors, il y a différents types de jardins en plus, hein, les orientaux, les persans, les arabes, les anglais, les français. Bon, déjà, si on s'arrête à ces deux modèles anglais et français, le modèle français, de mon point de vue, c'est la toute-puissance du roi, hein, c'est Versailles, hein, tout ça, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Ça, ce n'est pas le jardinage que moi je pratique. Hein. Moi, mon jardin, il est beaucoup plus comme celui qui figure à droite de la diapo, à l'anglaise. Hein. Il y a du mouvement, hein. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. Les plantes sont un peu mélangées. J'essaye de faire en sorte que ce soit un peu plus vivant. Mais quand même, d'un point de vue interactionnel, en fait, moi, il y a une notion qui est très importante et qui va faire une énorme différence, souvent par rapport à beaucoup d'intervenants dans les organisations, notamment des consultants là, qui déroulent leur approche organisationnelle, qui découpent le système sur lequel ils interviennent en des tas de sous-systèmes, système d'information, système compta, système je ne sais pas quoi, machin, etc., avec des tas de paires de ciseaux. Nous, du point de vue de l'approche de Palo Alto, on ne fait pas du tout comme ça. Pour nous, toutes les organisations sur lesquelles on intervient, on les aborde comme des systèmes vivants. Et on est de nouveau concentré sur les interactions qui s'y déroulent.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on voit une organisation comme un jardin, tout ce qui s'y passe, les flux, les modes de décision, l'organisation interne, l'organisation spatiale, les systèmes d'information, les notes, etc., tout ça, on les envisage comme étant des qualités émergentes des interactions qui se déroulent à l'intérieur de ces organisations-là. Donc, on va essayer de saisir, en fait, le fonctionnement global de l'organisation. Ce n'est pas tant les règles qui organisent les choses qui nous intéressent, mais c'est vraiment comment la vie se passe concrètement dans ces organisations sur lesquelles il s'agit d'intervenir. Et comment se passe la vie concrètement dans les organisations sur lesquelles il s'agit d'intervenir? Alors là, je suis un peu perdue dans mes transparents. Je vais faire comme ça. C'est comment fonctionne en fait la banalité du quotidien. Pour nous, la matrice de nos organisations, c'est la banalité du quotidien. On se moque des plans, des machins, des trucs comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écart entre les valeurs prônées et les valeurs pratiquées. Ce qui nous intéresse, c'est les valeurs pratiquées. Qu'est-ce que vivent les gens à l'intérieur de l'entreprise libérée? On s'en fout, c'est pas plein d'entreprises libérées qui ne sont pas libérées du tout. Les gens sont corsetés dans plein de trucs. L'agilité, parfois, c'est d'une rigidité féroce. D'accord? Et c'est ça, c'est la férocité d'un truc qui devrait être agile qui nous intéresse. Donc en fait, c'est vraiment là aussi la réalité des interactions, nous, qu'on va aller embrasser en nous intéressant à la banalité du quotidien. Et la banalité du quotidien, les personnes vont nous la raconter. Donc ça veut dire que, voilà, ça peut dire que je vais réaliser des interviews, je vais m'intéresser, et ce qui va m'intéresser, c'est pas de trouver la cause ou le truc incroyable dans les interviews. Ce qui va m'intéresser, c'est à chaque fois le discours de fond. Qu'est-ce qui revient? De quoi tout le monde me parle? Vous voyez, un petit peu comme la petite musique de fond qu'on entend, un peu comme, vous savez, quand on récite les tables de multiplication. Là, on ne connaît pas les paroles, mais on connaît la musique. En fait, comme des motifs. C'est quoi les motifs? Si on est trop collé aux paroles, on ne voit pas le motif. Et donc, il faut laisser notre écoute un peu flotter et puis commencer à entendre les motifs. De quoi tout le monde nous parle? Qu'est-ce qui revient? Si je devais parler à un copain, une copine de cette entreprise dans laquelle je suis allée faire des entretiens pendant une journée, ce que j'aurais envie de lui dire là, le plus rapidement, c'est quoi? En fait, c'est ça la banalité du quotidien. Et c'est ce qu'on a le plus de mal à faire changer dans les organisations. Et on a beaucoup de mal à faire changer ces choses-là parce que les organisations vues comme des systèmes de communication, eh bien, ces organisations-là, elles sont coincées avec les principes systémiques que je vous ai mis à gauche, là. Totalité, alors totalité, c'est le côté qualité émergente. Homéostasie, l'homéostasie des systèmes. Les systèmes ont horreur du changement. Ils n'aiment pas ça, ils se défendent par rapport à ça. Ça résiste toujours très dur. Parce que changer les habitudes, on le sait tous, c'est pratiquement ce qu'on a le plus de mal à faire, quoi, en fait. On est tous un peu feignants du côté du changement des habitudes. Parce qu'on a tous envie d'être assez économes. Et puis, quand on aborde les organisations sur lesquelles on intervient, comme des systèmes aussi, ou comme des jardins, plututôt que d'arriver avec un plan et en se disant, mais ça c'est aussi la culture dans les entreprises, on doit avoir des objectifs ambitieux, mais c'est pas, ça respecte pas bien le côté fonctionnement humain de ces systèmes-là. Parce qu'en matière humaine, on n'est jamais à l'abri d'une imprévisibilité. Et c'est ce que nous dit le principe d'équifinalité.
Donc, par exemple, du point de vue de l'approche interactionnelle, ben nous, on va pas avoir les yeux plus gros que le ventre en matière de changement. Et vous le faites aussi, vous qui êtes PNListe, au départ, bien sûr, vous demandez aux personnes quel est leur objectif. Je vais regarder, ça c'est le grand sujet de discussion entre Paul et moi. Mais le changement, vous aussi, vous essayez de le produire par une petite différence qui fait une différence, qui en entraîne une plus grande, etc., etc. Donc, culturellement, avec l'approche interactionnelle, eh bien, on va s'attacher à se concentrer sur des premiers niveaux de changement qui vont en emmener des plus importants, qui vont en emmener encore d'autres plus importants. Donc voilà, envisager l'organisation sur laquelle j'interviens comme un système, c'est en permanence avoir en tête ces 3 principes-là pour ajuster ma posture en tant qu'intervenant. Excusez-moi parce que j'ai... Alors, donc du coup, en tant qu'intervenant, qu'est-ce que je vais privilégier? Eh bien, je vais plutôt que de privilégier l'analyse, je vais privilégier la description, l'écoute, cerner les problèmes sur le plan factuel et comprendre les réactions logiques qui sont associées. Moi, quand je fais des interviews, le seul truc qui m'intéresse, c'est d'obtenir des boucles interactionnelles. Alors, j'aimais bien la question d'Arnaud tout à l'heure. Comment on fait? C'est simple. Hein. Je dis, qu'est-ce qui est difficile pour vous aujourd'hui dans l'entreprise? Ouais, j'en ai marre. Mon collègue, là, machin, Alain, tous les jours, il me houspille. Tous les jours, il envoie balader mon projet. À chaque fois, je vais le voir avec des nouvelles idées. Il me dit que c'est nul, ça ne va pas, etc., etc. Ok, mais quand il vous dit ça, vous réagissez comment? Moi, c'est ça les questions que je pose en entretien. C'est pas pourquoi le problème existe, je m'en fous. Puisque je sais pourquoi le problème existe, parce que tout le monde s'y prend comme des patates. C'est très simple. Mais j'ai besoin de comprendre comment tout le monde s'y prend comme des patates. Donc je dis, ok, d'accord, alors quand il repousse vos projets, qu'est-ce que vous dites? Je dis, il ne comprend rien. Et donc, j'ai envie de lui expliquer davantage. Ok, quand vous lui expliquez davantage, qu'est-ce qui se passe? Il repousse encore mes projets. Ok, merci. Voilà, là j'ai attrapé une redondance interactionnelle. J'attrape une boucle interactionnelle. Et quand cette boucle-là m'est racontée par 1, 2, 3, 4, 5 personnes, je commence à avoir ce qu'on appelle des modèles de redondance, d'accord, sur lesquels je vais pouvoir intervenir. Donc sur lesquels je vais pouvoir repérer ce que chacun essaye de faire et qui ne fonctionne pas, afin d'essayer de trouver ce que je pourrais leur proposer de différent. Donc moi, quand j'interviens sur des grands systèmes, quand j'interviens dans des grands jardins, j'ai envie de dire, dans ce que tout le monde me raconte à propos de la banalité du quotidien, j'essaye de repérer les grandes règles interactionnelles. J'essaye de comprendre comment ça joue. Un peu à l'image d'un... Vous voyez, vous n'y connaissez rien aux échecs, vous regardez 1, 2, 3, 4, 5 parties d'échecs, et tout d'un coup, vous commencez à comprendre les règles du jeu. Vous voyez bien que les pions, ils se déplacent toujours 1 ou 2 cases vers l'avant, 2 cases au début, 1 case après. Le fou, lui, il est en permanence en diagonale, la tour verticale, horizontale, etc., etc. Vous commencez à piger à force d'augmenter la qualité de votre écoute, à force de multiplier vos observations, vous voyez bien comment ça joue dans ce jardin-là, vous voyez bien comment ça fonctionne. Et après, dès que vous aurez repéré qui veut le plus le changement dans ce jardin-là, vous aurez de quoi donner un coup de main, parce que vous pourrez conseiller des choses différentes, des 180, des virages à 180, on disait tout à l'heure, à ceux qui sont chiches pour faire des expériences, pour voir ce que ça donne. Voilà comment on va commencer à intervenir dans ces jardins-là. J'ai mis quelques mots sur la double contrainte. J'ai écrit une thèse dont le titre est
apprentissage organisationnel, et double contrainte et apprentissage organisationnel, pardon, le rôle de la métacommunication. En fait, moi, ce qui m'intéresse à partir d'une lecture interactionnelle du fonctionnement de ces jardins-là, c'est de proposer un peu que les interactions s'y passent autrement, parce qu'on a tous un peu le réflexe de dire, bon, voilà, les gens résistent, ils sont chiants, etc. Vraiment, et puis il y a toute cette notion sur les pervers narcissiques, n'en finissons pas, etc. Mais bon, ok, d'accord. Ça, c'est un point de vue. On peut avoir une autre clé de lecture. On peut penser, par exemple, qu'un pervers narcissique, c'est aussi quelqu'un qui est pris dans une double contrainte. On peut aussi penser que tous les gens qui font du burn-out ou toutes les personnes qui sont désespérées sont des personnes c'est un peu ce que j'expose à l'intérieur de ma thèse. En fait, à un moment donné, il y a des attitudes et des comportements qui sont logiques en regard du contexte interactionnel dans lequel ils se déroulent. C'est les seuls modes de survie qui peuvent convenir à ce moment-là. Et dans les entreprises, compte tenu de l'écart entre les valeurs prônées et les valeurs pratiquées, compte tenu de l'écart entre les discours et la banalité du quotidien, on a là un peu le ferment. Alors, ce n'est pas un ferment très positif, quoi, mais sauf si on se dit c'est juste un ferment, mais qui va fabriquer des tas de situations de double contrainte. Voilà, j'en ai mis quelques exemples. Les valeurs proclamées dans l'organisation, c'est prenez des initiatives, et puis les valeurs pratiquées, c'est n'enfreignez pas les règles du jeu. Où on dit signalez immédiatement où vous faites une erreur, et puis les pratiques, c'est que dès qu'on fait une erreur, on se fait sanctionner. Donc à un moment donné, les personnes ne savent plus à quoi se vouer. Et comme en plus de ça, elles sont coincées, à un moment donné, elles dévissent, quoi. Elles se mettent en arrêt maladie, quoi, par exemple. Des choses comme ça, vous voyez. Bon, j'ai parlé de la banalité du quotidien. Voilà un peu ce que ça change. Donc, essayer de saisir globalement quelle est la vie dans ces jardins-là. Comment on saisit globalement? On essaye d'écouter la musique de fond. Comment est-ce qu'on écoute la musique de fond? Eh bien, on mène des entretiens et on se dit de quoi tout le monde me parle, de quoi tout le monde me parle. Quelles sont les boucles que je repère interactionnelles? Je fais une petite pause, je n'ai pas d'idée de l'heure qu'il est. J'espère que je ne suis pas trop bavard. 19h34. J'aurais éventuellement une question. Oui, Arnaud, allons-y. Vas-y, Arnaud. Donc, vraiment, la systémie, c'est quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Et il y a une question que j'aurais qui éventuellement peut être un pont entre la systémie et la PNL. C'est est-ce que en systémie, est-ce que tu t'intéresses aux intentions positives qui sont derrière les comportements? Peut-être pas, peut-être d'une manière différente. Je vais laisser Paul répondre. Non, je blague. Non, pas du tout. Non, ça m'énerve ce truc-là en PNL. Là. Excusez-moi, hein, je me fais taquin. Non. Mais on est des cousins. On est vraiment très cousins. Nous, on le dit un peu différemment du point de vue de l'approche de Palo Alto. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui me gêne un tout petit peu avec cette notion d'intention positive. En fait, moi, je ne dis pas ça, je dis tout le monde agit logiquement. C'est un peu différent. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Et même les gens qui ont des comportements extrêmement étranges et bizarres, eh bien, moi, je trouve que, enfin, nous, en tout cas, qui pratiquons cette approche interactionnelle, à ce moment-là, on met nos bottes de jardinier et on se fait anthropologue. Et c'est très intéressant parce que si on se fait anthropologue, si on dit un comportement très bizarre, on dit aux personnes, vous voyez, si on part du principe, alors ça rejoint un peu cette idée d'intention positive, je pense que c'est juste un problème de vocabulaire. D'accord? Mais moi, ce que je veux partager avec vous, c'est, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la logique. Comment voilà, je ne sais pas si Paul veut dire un mot ou pas, mais comment les gens agissent logiquement.
voyez, et on doit, en tant qu'intervenant, nous devons faire cet effort de comprendre la logique. Et c'est très intéressant parce que plus on va faire l'effort de comprendre la logique, plus on va être responsabilisant pour les personnes concernées, et donc mieux on va les aider à bouger, en fait. Alors que si on est jugeant, ça va pas. Ce qui est pas, quand on dit intention positive, on n'est pas jugeant, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais je veux voilà, on est des cousins. Il faut qu'on s'accorde un peu sur le vocabulaire, mais on est vraiment des cousins. Moi, je vous dis, moi j'aime bien dire, les gens se comportent logiquement, et mon boulot, c'est de comprendre la logique avec laquelle ils agissent. Et plus je vais m'intéresser à la logique avec laquelle ils agissent, plus je vais en apprendre sur la banalité de leur quotidien. Voilà ce que je voudrais dire. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, avoir cette démarche-là en fait, ça les responsabilise au final. Ben oui, parce que quand tu dis, tu vois, tu as quelqu'un qui a un comportement, tu dis, putain, il est bizarre celui-là, par exemple. Bah, déjà, tu l'abordes en étant un peu plus relax, si tu t'intéresses à la logique avec laquelle il se comporte. Alors, il y a un double effet, à mon avis, intéressant, parce que toi, ça t'ouvre beaucoup plus à la compréhension de ce qui se passe en tant qu'intervenant, d'accord, d'une part, et d'autre part, les gens jouent à des jeux relationnels. Enfin, ça, c'est un truc de l'analyse transactionnelle, hein, d'accord. Quand, je sais pas, tu prends le jeu du oui mais, et si tu dis aux gens, mais je vois bien que vous me dites tout le temps oui mais vous devez avoir une bonne raison de faire ça. Expliquez-moi. À partir du moment où tu vas questionner, qui est-ce qui bosse? C'est plus toi qui essaye de les amener. Tu n'es plus en train d'essayer de les convaincre pour qu'ils fassent différemment. C'est tout d'un coup eux qui doivent t'expliquer comment ils sont en train de fonctionner. Et là, soit tu découvres quelque chose, soit tu les responsabilises. Parce que s'ils sont en train de jouer, expliquer qu'ils sont en train de jouer, tu vois, c'est pas cool, quoi. Enfin, Ce que je commence à comprendre à travers ce que tu dis, c'est que le problème, quand il y a un problème dans une interaction, le problème, il a une logique, oui, il a un sens, il y a une raison pour laquelle il est là, en fait. bien sûr. Bien D'accord. sûr. Ok. Bien sûr. Et j'avais une question, si c'est possible, tout à l'heure, je t'ai posé parce que j'ai pas ma vidéo, hein, désolé. Pas dans le chat. Je sais Est-ce pas qu'on peut appliquer, comment? Est-ce qu'on peut appliquer la boucle relationnelle de façon unipersonnelle? Bien sûr. Oui, merci Franck. En fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Cette histoire de boucle interactionnelle, c'est vachement bien, je trouve. Moi, je suis un peu jugé parti, hein. Donc, vous m'excuserez pour ça. Mais oui. Et d'ailleurs, en PNL, vous avez une pratique avec les parties qui sont en interaction à l'intérieur d'un individu. Nous, on a ça aussi. Moi, j'accompagne sur le champ thérapeutique un certain nombre de personnes qui ont des problèmes avec elles-mêmes. Et donc, je vais avoir la même lecture interactionnelle. Elles ont essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, quelqu'un qui est confronté à de la peur, il va privilégier comme tentative de solution deux grandes tentatives de solution qui sont soit l'évitement, soit la demande d'aide. Plus il évite, plus il a peur, plus il a peur, plus il évite. Plus il demande de l'aide, moins il prend confiance dans ses compétences, moins il prend confiance dans ses compétences, plus il demande de l'aide. Et donc, il va falloir que je trouve une autre manière de l'aider. Il va falloir que je l'amène à éviter d'éviter. Donc, je vais... Pardon? À chaque fois, il faut trouver le système inverse. Et même chose. On cherchera toujours l'inverse. Et donc, cette boucle interactionnelle, enfin, cette lecture en boucle interactionnelle, en fait, donc, elle est valable pour une difficulté relationnelle que j'aurai avec moi-même, entre deux personnes, entre deux équipes, entre deux pays. Bon, on en a quelques-uns en ce moment qui ont des difficultés relationnelles les uns avec les autres, mais je n'ai pas de clients de ce côté-là. Mais Marie-Catherine Bateson avait donné un coup de main dans des conflits internationaux aussi. Merci.
D'autres questions? Ou je jardine un petit peu plus loin? Marie-Christine, est-ce qu'il y a des questions dans le... Il y en avait une, mais Franck l'a posée. Ah bah oui, voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Ok. C'est bon pour vous? Ouais, on continue comme ça? Alors, je partage... Alors, donc, on a parlé des jardins. Parlons du jardinage. Et donc, moi, pour le jardinage, moi mon truc, c'est la permaculture. Hein. Je trouve enfin, j'aurais envie d'écrire un bouquin là-dessus. La révolution est dans un brin de paille. Tous les livres sur le... J'ai fait un stage chez Rabi, là aussi. C'est quand j'avais fait ce stage-là, je me dis, mais c'est incroyable ce que la nature est sympa avec nous, ce qu'elle est généreuse, comment elle se reconstitue vite, comment... C'est fou. C'est fou comment nous, avec notre mental, en fait, on est un peu dévastateur et comment elle, tranquillement, elle se rééquilibre, elle se reconstruit assez facilement. Donc, je trouve que le courant de la permaculture est vraiment un courant qui finalement peut largement nous éclairer pour notre pratique. Et j'ai réfléchi longtemps et c'est un peu à la faveur du confinement, à l'occasion du Covid, là, le premier confinement. Un matin, je me suis levée et je me suis dit, clac, tout d'un coup, tout était clair. J'arrivais à faire un parfait lien entre les 12 principes de la permaculture et les 12 principes du jardinier relationnel, en fait. Et c'est ça que je vais partager avec vous maintenant, en fait. Alors, je reviens sur mon diaporama. Top. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose. Hein. Peut-être c'est un peu petit pour vous dans vos écrans. Mais parcourons-les un peu comme si on se promenait dans un jardin, comme ça, allons un peu, prenons-en quelques-uns. Alors, juste, moi, je trouve qu'il y a trois notions, trois principes fondamentaux qui me semblent intéressants dans la permaculture. Hein. Prendre soin de la terre, prendre soin des personnes et partager équitablement. Prendre soin de notre contexte de travail, prendre soin des personnes qui collaborent les unes avec les autres et partager équitablement. Ça marche plutôt pas mal. La permaculture humaine au travail, donc, il y a un premier principe dans la permaculture, c'est d'observer et interagir. Du côté de la permaculture du jardinier relationnel, c'est, on en a parlé tout à l'heure. Première observation, observer la congruence entre les valeurs prônées et les valeurs pratiquées. Qu'est-ce qu'on va observer? On va essayer d'observer là où ça coince, en fait. Où ça fait mal, où apparaissent les doubles contraintes, où sont perçues les doubles contraintes. Il y a un autre principe de la permaculture qui est de capter et stocker l'énergie. Où est l'énergie dans les systèmes humains vivants? Moi, je pense que l'énergie, elle est du côté justement de la souplesse interactionnelle. Elle est dans la diversité aussi. Moi, je me suis lancée dans mon activité avec l'approche de Palo Alto parce que ça c'était il y a une vingtaine d'années. Je travaillais beaucoup pour la ville de Paris et je faisais beaucoup de formations managériales et puis j'entendais que voilà, on me parlait de personnes qui étaient placardisées, de cas difficiles, etc. Mais je dis, mais c'est trop dommage, c'est parce qu'on interagit avec des patates avec ces gens-là, parce que j'entendais dire aussi qu'un jour, ces personnes-là avaient été changées de service et qu'à l'occasion à laquelle de ce changement de service, eh bien, c'était devenu d'autres personnes. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans un contexte interactionnel,
il n'y avait rien qui fonctionnait, et dans un autre contexte interactionnel, ce n'était plus du tout les mêmes personnes. Donc je pense que notre travail d'intervenant, et bien souvent, enfin moi j'aime bien dire, mon boulot c'est quoi? C'est d'aider à l'assouplissement des interactions. Voilà, je suis là pour recréer, intervenir par rapport à des difficultés relationnelles, c'est favoriser à nouveau, c'est réassouplir. Voilà, c'est réassouplir les interactions. Tout simplement, remettre. Voilà. Et puis au bout du compte, il y a de la confiance qui peut réapparaître. Voilà. Et quand il y a de la confiance, il y a quelque chose de fructueux qui se passe. Hier soir, c'est intéressant parce qu'en ce moment, je ne suis pas dans une intervention. Enfin, je vais peut-être en avoir une d'ailleurs. Je fasse une proposition d'ici la fin de la semaine là, sur un truc collectif, mais je suis moi-même pris dans une situation collective qui est très pénible. Sur un club de natation, en fait, on essaye de faire. Dans les associations, souvent, ça cogne dur sur le plan des interactions. Ça, c'est mon observation depuis un certain nombre d'années. Et voilà, et on a créé un collectif pour faire changer les choses. Et hier soir, on n'a pas pris la parole. Il y avait une grande réunion, on avait réussi à faire organiser une grande réunion. Il y avait 300 personnes qui étaient là, et nous, on n'a rien dit. Le collectif qui était à l'initiative n'a rien dit, on a juste laissé les choses se dérouler. Tout le monde exprimait pour une première fois son mécontentement, et tout d'un coup, les autorités se rendaient compte un peu de comment la situation leur avait échappé. Mais ça, c'est une première petite interaction sobre qui est de nature à remettre de la fluidité dans le système, à remettre de la souplesse dans le système, quoi. Donc, obtenir une production, c'est faire des résultats. Alors, ça, c'est un peu mon grand truc. Hein. Faire des résultats une conséquence plutôt qu'un a priori. Œuvrer à un terreau favorable. Moi, je pense que le jardinier relationnel, enfin d'ailleurs, si on prend la métaphore du jardinier, le jardinier, je suis désolée, hein, mais quand il met les graines en terre, il ne sait pas s'il va avoir des beaux ou des pas beaux légumes cette année. Hein. Une année, ça marche, une année, ça ne marche pas. Enfin, ça change chaque année. Chaque année, il y a des surprises, chaque année, il y a des choses différentes. Et je pense que dans les organisations du travail, une évolution très significative, mais ce n'est pas la culture. Mais justement, dans des situations qui sont bloquées, il y a peut-être une marge de manœuvre pour aborder un peu différemment cette idée de résultat. Est-ce qu'on pourrait faire des résultats une conséquence plutôt qu'un a priori? Il y a quelques années, j'ai fait une intervention sur un comité de direction en Suisse, dans la ville de Lausanne, justement. Et à la fin de mon intervention, mon client me dit « Monsieur Millet, il faut que je dise quelque chose, vous m'avez énervé là. Vous m'avez énervé dans votre intervention, notamment avec cette idée de premier signe de changement. Mais je suis obligée de constater qu'on a fait un chemin que jamais j'aurais été, mais je croyais possible dans le cadre d'une intervention comme celle-là. » Donc, en fait, moi, je ne me suis pas préoccupée, je ne me suis pas demandé si j'allais réussir à leur faire des trucs qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent. J'ai essayé d'influencer les interactions pour que ça se passe différemment entre eux. Donc, j'ai trouvé des idées. Par exemple, à un moment donné, ils me parlaient d'une réunion qui ne leur convenait pas du tout. Ils avaient des réunions de comité stratégique. Mais j'ai posé 0 question pour savoir pourquoi ça ne marchait pas. J'aurais juste dit, prenez un sujet sur lequel vous êtes sûr de vous engueuler, là, puis vous vous engueulez devant moi, et puis je vais voir quel conseil je peux vous donner. Mais ça ne marche pas, on ne peut pas s'engueuler sur commande. Donc, en fait, à cette occasion-là, je leur ai fait faire une expérience nouvelle dans laquelle ils ont montré qu'ils se sont rendus compte, ils ont vécu ce qu'on appelle, du point de vue de l'approche interactionnelle, une expérience émotionnelle correctrice. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables alors qu'ils l'étaient. Voilà, c'est comme ça. Enfin, donc, il y a toujours cette idée de qu'est-ce que je vais leur faire faire comme expérience. Du point de vue de l'approche de Palo Alto,
Mais vous faites la même chose, vous, en PNL. Ça, c'est un truc que j'ai vu avec Paul, là, quand il m'a... Quand vous faites déplacer là, sur les positions de perception, en fait, vous faites vivre des choses. En changeant la position, la lecture de la situation n'est plus du tout la même. Vous ne poussez pas aux prises de conscience. Vous faites vivre des expériences aux personnes que vous accompagnez qui changent leur vision du monde. Mais leur vision du monde change, c'est la résultante d'une expérience nouvelle qu'elles ont faite. C'est ça qui est très intéressant. Autre principe, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Alors, du point de vue de l'approche de Palo Alto, alors moi j'ai un... Enfin, voilà, moi, reformuler les demandes, analyser les difficultés récurrentes en logique de boucle interactionnelle. Quand j'ai des entretiens, très souvent, mais c'est vraiment un geste professionnel, je m'en rends compte de plus en plus, c'est un geste qui est très sobre. Il y a plein de formations où on nous apprend la reformulation, mais on ne nous apprend jamais, je crois, la reformulation comme une intervention sur le système. Moi, je dis aux personnes, corrigez-moi si je me trompe. Et je peux leur raconter n'importe quoi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui va être intéressant, donc je suis un peu coquin, enfin, des fois je fais des reformulations comme ça un petit peu, où je fais exprès de me tromper. Et les personnes disent « Ah non, non, c'est pas du tout ça, c'était plutôt ça ». Et vous savez, des fois, il y a des personnes comme ça, on a du mal à leur tirer les verres du nez, on a du mal à savoir où ils veulent aller. Vous gênez pas, hein, refaites une reformulation. J'ai compris que vous vouliez dans tel jardin. Et la personne vous dit « Ah non, 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 c'est pas dans celui-là que je veux aller. Ah, c'est plutôt… » Donc, les gens se déterminent, en fait. C'est en ça que je dis que la reformulation est une intervention. Ne reformulez pas pour montrer que vous avez compris. Reformulez pour faire travailler les personnes, pour les mettre au travail. Utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Simplifier et réutiliser, aller vers la sobriété numérique. Je ne sais plus ce que je voulais dire par là. On va passer au suivant. Ce n'est pas grave. Ne produire aucun déchet. Ben voilà, ben ouais, moi je pense que quand je participe à éliminer des situations de difficulté relationnelles, eh bien, je veux dire, combien ça coûte aux boîtes, tous les gens qui s'engueulent à longueur de quotidien. Et je pense que pour ça, alors dans ma posture de jardinier, et je suis très aidée par l'approche de Palo Alto, je ne suis pas là pour faire des arbitrages, hein, je ne suis pas là pour dire qui a raison et qui a tort, mais en revanche, je suis là pour essayer de faire en sorte qu'il y ait davantage d'intégration. Ça, c'est un thème qui est cher à Marie Parker Follet, l'intégration. À partir de point de vue, Marie Parker Follet disait soit il y en a un qui écrase tout le monde, soit on arrive à un compromis et tout le monde est un peu frustré, soit on arrive à l'intégration. C'est-à-dire qu'à partir de points de vue différents, on arrive à imaginer une solution innovante. Eh bien, déjà, explorer les points de vue différents, je trouve que c'est créer le terreau qui va probablement permettre de faire… Ça va être la condition initiale, une bonne description des points de vue de chacun pour faciliter la recherche de solutions innovantes. On n'explore pas suffisamment les positions, les points de vue, en quoi les situations sont des problèmes pour les personnes qu'on accompagne. De la conception des motifs au détail, favoriser la compréhension des situations critiques à deux niveaux logiques différents, ne pas confondre la classe et les éléments, c'est-à-dire repérer les redondances et donner de l'attention à chaque cas particulier. En fait, il faut se méfier parfois des simplifications un peu hâtives
dans lesquels on peut être pris. Moi, je trouve qu'on fait des métiers qui sont fascinants parce que finalement, chaque situation dans laquelle on donne un coup de main, bah, c'est un peu l'occasion de partir en voyage, quoi. C'est un peu... Si on arrive avec des recettes toutes faites, on n'est pas du tout dans une posture dans laquelle on peut aller à la découverte. On est dans la réitération d'un truc qui marche, quoi. Or, plus on va considérer les situations spécifiques, plus finalement on va s'ouvrir des marges de manœuvre pour donner un coup de main. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des grands modèles, il y a des grands modèles de tentatives de solutions qui ne fonctionnent pas, et on en connaît tous. Par exemple, essayer à maintes reprises de conseiller quelqu'un de changer d'attitude et de comportement, il y a plein de situations dans lesquelles ça ne marche pas. On alimente les résistances, souvent, à ce moment-là. En fait, une autre manière, à l'inverse, de fonctionner, c'est de s'appuyer plutôt sur les résistances, en disant aux personnes, ben voilà, vous avez de bonnes résistances, vous avez de bonnes raisons de résister, je n'ai pas compris, expliquez-moi. Et par la curiosité dont on va faire preuve à ce moment-là, il y a quelque chose qui va s'assouplir, il y a quelque chose qui va changer. Intégrer au lieu de ségréguer, faire de chaque situation critique une opportunité de progrès et d'intervention, partir du principe que les difficultés sont des qualités émergentes des interactions, plutôt que de la responsabilité de qui que ce soit, trouver des manières de vivre qui fassent disparaître les problèmes. Donc, oui, c'est ça, il n'y a pas... Enfin, on ne jette pas la pierre. Hein. On ne jette pas la pierre, et puis moi, moi, j'ai une clé de lecture. Hein. Je sais que quand les gens pètent les plombs, c'est parce qu'ils sont pris dans des situations de double contrainte. Donc ça m'intéresse de leur donner un coup de main. En fait, pour moi, toutes les personnes qui ont des attitudes et des comportements qui pourraient être caractérisés de bizarres dans les organisations, bah, c'est autant d'opportunités de progresser. Moi, à chaque fois, je vois en fait des gens qui font des grands gestes pour dire « Hey, venez, par ici, il y a un boulot intéressant à faire ». Et ils n'osent pas le dire, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles c'est difficile de dire les choses. C'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de non-dits, et je trouve qu'une de nos responsabilités, souvent, bah, c'est d'aider à l'expression d'un certain nombre de non-dits. C'est parfois même de dire les non-dits. Ce qu'on va faire quand on va intervenir collectivement et qu'on va restituer les grands modèles de redondance que l'on a perçus dans le fonctionnement de l'organisation, comme la musique de fond, là, dont je vous parlais tout à l'heure, bah, souvent, ça va être aidant. Ça va obliger à faire différemment, comme si on démasquait un jeu interactionnel, en fait. Le 9e principe, utiliser des solutions lentes à petite échelle, on le fait tous. Viser des premiers niveaux de changement plutôt que de vouloir... Ça c'est difficile dans les entreprises parce que les entreprises sont gourmandes. Elles veulent souvent beaucoup de choses vite. Et donc, en tant qu'intervenant un peu iconoclaste, hein, enfin, j'ai envie de dire, ceux qui ont fait la formation avec moi savent que j'explique toujours que j'ai aussi j'ai fait une thèse, mais j'ai aussi un CAP de cuisinier que j'ai fait à l'école Ferrandi parce que je me disais que si j'avais plus de boulot parce que je prenais des positions iconoclastes pour pouvoir aider les gens à faire différemment, bah, je pourrais toujours faire le jardinier pour gagner ma vie. Le cuisinier, enfin, c'est la même chose en fait. Jardinier et cuisinier, c'est un peu la même chose pour gagner ma vie. Il faut avoir comme ça un contrepoint. Si moi-même, intervenant, je suis dépendant de la situation et je vois beaucoup, j'adore taquiner ceux qui viennent en formation avec moi au départ. Quand on fait l'étude de cas Alain et Bruno, et tous les intervenants veulent être des sauveurs. Non, mais ça, c'est pas comme ça qu'on fait bouger les choses. Tous les intervenants sont plus clients que les clients, que ceux qui devraient être clients pour un changement. Là, c'est pas facile. Hein.
à ce moment-là. Donc, après, moi, je pense que… Donc, voilà, tous les points de résistance deviennent des opportunités pour intervenir à partir de cette vision plus interactionnelle, plus orientée jardin. Se servir de la diversité et la valoriser, ça rejoint un peu ce que je viens de dire à l'instant. Utiliser les bordures et favoriser la marge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant il faut plutôt favoriser les expériences émotionnelles correctrices. En fait, le grand truc, c'est vraiment de faire des choses nouvelles et différentes aux personnes qu'on accompagne. En fait, vous voyez, culturellement, souvent, on a tous un peu ce réflexe, on voudrait inviter les personnes à des prises de conscience, et en fait, on loupe un peu, on a un bon moyen pour les faire prendre conscience, c'est de leur faire des choses. Mais vous, c'est ça qui marche bien avec la PNL, parce que vous mettez le corps en marche, vous arrêtez de parler à la tête, vous faites faire des choses aux personnes que vous accompagnez dans la représentation que j'en ai. Et pour moi, c'est ça que je veux souligner. À chaque fois que je suis avec un groupe, à chaque fois que j'interviens dans une situation, je me dis, qu'est-ce que je vais leur faire faire? C'est comme ça que je vais décomposer ma créativité. C'est comme ça que je vais faire travailler ma créativité. Vous voyez? Qu'est-ce que je pourrais leur faire vivre? Et après, je les fais parler. Qu'est-ce qu'ils ont appris en faisant ça? Qu'est-ce que ça change pour eux? De quoi se sont-ils rendus compte? Comment voient-ils les choses maintenant qu'ils ont pratiqué comme ça? Et donc, grâce à ça, l'idée, c'est de promouvoir des différences qui font des différences. Pour moi, c'est probablement la phrase qui m'aide le plus dans les travaux de Gregory Bateson et qui va se décomposer dans plein de directions différentes. Faire des différences qui fassent des différences. Faire du changement, c'est faire une différence qui fait une différence. Aider, c'est faire une différence qui fasse une différence, etc. etc. Changer la banalité du quotidien, c'est faire des petites différences qui fassent des différences. C'est tout d'un coup changer un peu les règles de l'équilibre du système. En fait. Voilà, je fais une petite pause avant d'en arriver à notre 4e partie, qui est dans quel état est-on quand on chausse les bottes du jardinier. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des commentaires de votre part? Je vais couper le partage, comme ça je verrai un peu plus vos visages. Alors, j'avais à nouveau une question. Allez Arnaud, faites attention à ne pas vous laisser dépasser par Arnaud, hein, parce qu'il est Moi, gourmand. j'essaie de pas, mais bon, j'ai des questions comme c'est très intéressant, et puis comme la systémie, ça m'a toujours beaucoup intéressé, mais je me suis pas souvent entré en contact avec des intervenants qui ouvraient vraiment les perceptions pour moi. Là, j'en profite. Allez, vas-y Arnaud. Par rapport en fait, une question que je me posais, c'était, je pense que tu t'intéresses à ça, mais les histoires qui sont racontées. Donc, les histoires qui sont partagées au sein de l'entreprise, etc. Et c'est aussi un lien avec l'approche narrative de les histoires dominantes et donc l'histoire du problème, etc. Et les approches où en fait tu vas faire vivre une nouvelle histoire. Et donc j'avais envie de te poser une question par rapport à ça. Et puis au final, voilà, de comment tu peux participer à guérir les histoires ou les représentations. Voilà. Et au final, à travers ce que tu disais par rapport à la permaculture, les principes de la permaculture, ce que je me dis, c'est que en faisant vivre une expérience émotionnelle correctrice différente, c'est comme si tu proposais un nouvel épisode de l'histoire qui était très différent de ce qu'ils ont vécu avant, et du coup, c'est une histoire différente. Donc, ça corrige l'histoire d'une certaine manière. Exactement. C'est exactement ça. Mais je suis encore même plus coquin que ça. C'est que je leur dis même pas que je vais leur faire vivre un nouvel épisode. Je leur dis, je comprends rien à votre histoire. Et si vous faisiez comme ça m'intéresserait pour mieux comprendre votre histoire. Et en fait, c'est dans
Le « et si vous faisiez comme ça », là, ils vivent le nouvel épisode. Je vais donner un exemple très concret après. Et du coup, Et j'aurais ça a une changé question. l'histoire. Ouais. Et ça a changé l'histoire. Du coup, j'aurais une question, c'est est-ce que tu aurais des propositions, des exemples de questions que tu poses après leur avoir fait vivre l'expérience? Quels sont les types de questions que tu peux poser pour les faire parler entre eux deux? Ben, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ouais, ouais, c'est hyper ouvert. Ouais. Ouais, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Même pas forcément? Pas trop, non. Pas Non, trop. d'accord. Pas Comment trop. vous vous sentez? Ouais, enfin, voilà. Vous avez un commentaire? Enfin, comment ça s'est Donc passé? très ouvert. Oui, Ouais. oui, c'est hyper ouvert. Hmm. Et après, tu t'intéresses à ça et ah oui, racontez-moi. Et alors, du coup, Ah oui, d'accord. et alors, et ce que vous me dites là, et donc, ça veut dire que vous avez envie de faire différemment par la suite? Enfin, Ouais. D'accord. Ouais, merci beaucoup. avec plaisir. Est-ce qu'il y avait une autre question? Marie-Christine, tu es en train de dire quelque chose, mais ton micro n'est pas ouvert. Voilà. Alors, je disais qu'il y a une question dans le chat, peut-être parce que tout à l'heure, tu as dit, je m'en souviens, que dans les associations, ça cognait dur sur les relations parfois, hein. Et donc, il y a une question qui doit peut-être y faire allusion, qui dit, est-ce que les relations sont plus compliquées dans les organisations bénévoles? Évidemment. Enfin, en tout cas, moi, enfin, attention aux généralisations, mais très sincèrement, depuis que je pratique l'approche interactionnelle, les pires situations sur lesquelles j'ai eu à intervenir, et j'en parle, il y en a une que je décris par le menu, il y en a deux dans ma thèse. Je vous invite à lire ma thèse, hein. Vous allez sur le portail des thèses et vous la trouvez. Deux situations terribles. Une de harcèlement, une autre pour un conflit entre un DAF et son DG. Et pourquoi? En fait, alors là, il faut partir du raisonnement sur la double contrainte. En fait, c'est quoi une double contrainte? Il n'y a pas d'objectif, c'est subjectif, hein, une double contrainte. D'accord? On prend une équipe, certaines personnes pourraient avoir un sentiment de double contrainte pendant que d'autres ne l'ont pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'histoire de vie n'est pas la même pour les uns et pour les autres. D'accord? Donc, ça change les représentations, donc ça change la perception. OK. Dans une situation, mais il y a quand même, Bateson nous dit, il y a quand même, chez ceux qui perçoivent des doubles contraintes, il y a trois éléments en fait, qui sont récurrents à l'existence des doubles contraintes. Être confronté de manière permanente à une demande contradictoire ou une demande paradoxale. Premier élément. Deuxième élément, le lien de survie au contexte. Les personnes sont prises dans un lien de survie au contexte. Et pas seulement un lien de survie économique, mais ça peut être un lien de survie pour des problèmes de handicap, pour des problèmes de début d'expérience professionnelle, pour des histoires amoureuses. On peut être pris par une histoire d'amour dans un contexte. Et dans les associations, pour des problèmes d'engagement par rapport à des valeurs. Moi, j'ai donné un coup de main à une directrice d'une résidence qui accueillait des adultes avec un handicap pour un problème de harcèlement moral. Elle me dit, Olivier, mon directeur régional me harcèle. Et je lui dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il te fait? Nana, elle me raconte. Et j'interviens, je lui propose un truc à 180 qui marche super bien, mais qui était insupportable pour elle. Donc, je dis, bon, mauvaise direction, on va laisser tomber ça tout de suite. Et je lui dis, tu peux te faire respecter, mais si tu veux te faire respecter, il faut que tu acceptes de mettre ta tête sur le billot dans cette situation-là. Et donc, ça veut dire, tu peux te faire respecter, mais tu vas te faire virer du jour au lendemain. Et à ce moment-là, elle me dit, mais j'ai jamais imaginé travailler ailleurs que dans cette association-là.
j'ai un engagement militant. Et donc, là, je me dis, ah, au secours, elle est prise au piège. Par cet engagement militant, elle est complètement prise au piège dans ce contexte. Donc, si je veux lui donner un coup de main, il faut que je l'aide à détendre le piège dans lequel elle est prise de cet engagement militant. Et là, je lui dis, ah, mais c'est hyper intéressant. Donc là, je chausse mes bottes de jardinier anthropologue et je lui dis, ah, mais raconte-moi. Pour mieux t'aider, j'ai besoin de comprendre. Et c'est là où je fais mon intervention. Je lui fais décrire par le menu son engagement militant. Et plus elle me parle de son engagement militant, et là, c'est une intervention qui se passe à ce moment-là, plus elle se rend compte qu'en fait, ce qui est si important pour elle, elle peut le trouver ailleurs. Et donc, il y a un jour, elle dit, son patron lui tombe dessus, elle rentre chez elle, elle reprend tout ce qu'il lui a dit et elle lui fait un courrier en lui disant, je te préviens, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, c'est la prochaine fois, je porte plainte devant les tribunaux. Elle s'est fait virer 1 mois et demi après. Vous allez me dire, bah, bravo Olivier, félicitations. Non, 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 non. Elle est sortie la tête haute. Elle était super contente. Et comme c'était une femme hyper dynamique, 1 mois après, elle avait retrouvé un boulot et elle était contente. Elle les a attaqués devant les tribunaux pour harcèlement moral, etc., parce que ça faisait partie de sa manière à elle de sortir de la difficulté aussi. Mais elle n'est pas sortie éreintée, ratatinée avec ce truc-là. Donc, et moi, je vois là la situation dans laquelle je suis prise en ce moment, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Il y a une espèce de mélange d'un couple qui dirige une association avec 1500 personnes depuis 12 ans. Ils n'ont jamais fait d'assemblée générale. Et donc, il y a des sections. Un coup, c'est le mari qui est président de la section. Non, le mari, il est président de l'Omnisport. La femme est présidente de la section. Le mari, il est trésorier de la section. Et à un moment donné, on va mettre les plombs. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a une espèce de mélange. C'est un gloubi-goulba. Et donc, il faut remettre un peu de la rigueur là-dedans pour renvoyer un peu tout le monde à sa responsabilité. Non, il y a vraiment des dérapages terribles. Enfin, je suis intervenue dans une association chrétienne, aussi pour une histoire de harcèlement moral. La directrice, elle n'en pouvait plus. Elle allait se plaindre à la direction générale. Et à la direction générale, elle disait, bah, enfin, avec les valeurs chrétiennes qui nous guident, comment est-ce que tu peux imaginer que tu es harcelé sur le plan moral? Ben oui, ce n'est pas une excuse, les valeurs chrétiennes. Il y a eu un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, non? Bon, voilà. On chausse les bottes du jardinier pour terminer? Je reviens sur mon bac. Bon, je vais passer à la petite histoire. Alors, portrait en guise de conclusion du jardinier. Moi, je pense que son action est modeste et pragmatique. Elle articule éthique et esthétique. Il observe, il décrit. Il évite de faire plus de la même chose qui ne sert à rien. Il ose dire avec attention. Il aide chacun à se développer dans les meilleures conditions. Il dissout les doubles contraintes et les conflits. Il voit dans chaque opportunité, dans chaque problème, une opportunité de développement. Il facilite les transformations en s'intéressant aux inconvénients du changement. Je n'en ai pas parlé, mais ça, c'est un point aussi important sur lequel on travaille. En fait, pour moi, les bottes du jardinier, en fait, le jardinier, il a 3 bottes. C'est un peu bizarre, hein, mais on n'est plus à une bizarrerie près. Le jardinier, il met 3 bottes. La première, c'est la botte non normative. La deuxième, c'est la botte non pathologisante. Et la troisième, je rigole parce que je ne l'avais jamais dit comme ça. Mais moi, ça me fait marrer de parler des 3 bottes du jardinier. Et là, ou alors c'est 2 bottes et son chapeau. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Une botte non normative, une botte non pathologisante et son chapeau responsabilisant. Non normatif, moi, je ne sais pas mieux que les personnes que j'accompagne ce qui est bon pour elles. C'est elles qui me renseignent là-dessus. Vous faites la même chose, je suppose.
Bon, des fois, il y a des intervenants qui sont un peu normatifs, hein. Moi, je les vois, hein, souvent avec les doigts dans le pot de confiture à essayer à leurs clients, à expliquer à leurs clients ce qu'ils doivent faire, comment ils devraient se comporter, etc., etc. Et quel est leur problème d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quoi le problème du client? Donc moi, la position non normative, même dans des situations qui sont extrêmement impressionnantes, pardon, je ne sais pas mieux que mon client. Une fois, j'ai accompagné une jeune fille, c'était horrible ce qui lui était arrivé. Elle avait fait 13 tentatives de suicide, elle avait 16 ans, elle allait passer 18 mois à l'hôpital Montsouris. Elle s'était fait violer à l'école, elle souffrait de boulimie et d'anorexie, et elle était bourrée de médicaments. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider? Et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il me dit, mes parents m'empêchent de manger. Ok, allez, on y va. Et donc, je l'ai aidé. C'était ça qui lui posait un problème, ce n'était pas le reste dans un premier temps. Voilà, et bon, elle est allée à l'hôpital Montsouris, je ne l'ai pas vue pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, elle est revenue me voir. On a fait 3 séances supplémentaires, et puis après, elle m'a dit, bah, c'est bon. Je dis, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais quitter l'hôpital Montsouris et je pars en pension à Nantes. Voilà. Après, j'ai eu des nouvelles 4 ans après, c'était pas suicidé, tout allait bien. Tant mieux. Mais enfin voilà, moi, j'aurais pas misé un copec, enfin, j'aurais pas imaginé qu'elle avait envie de bosser sur le fait que ses parents l'empêchaient de manger, en fait. Non pathologisant, on en a pas mal parlé, hein, donc c'est là où il faut être bien anthropologue. C'est là où on part du principe que les gens agissent logiquement et on s'intéresse à la logique avec laquelle ils agissent. Et le côté responsabilisant. En fait, le côté responsabilisant, je suis heureux parce que c'est le côté sur lequel j'insiste le plus en ce moment dans mes formations. Et parce que je vois qu'il y a un biais en fait dans notre culture. Ça veut dire quoi, être responsabilisant? Ça ne veut pas dire aux personnes qu'on accompagne, ou à nos enfants, ou à nos maris, et nos femmes, ou nos collaborateurs, tu as bien compris ce que je voulais dire et j'espère que tu vas être responsable et tu vas faire ce que j'ai envie que tu fasses. Ça, ce n'est pas responsabilisant. Responsabilisant, c'est expliquer, responsabilisant, c'est aider les personnes qu'on accompagne à se positionner. Et pour les aider à se positionner, on leur explique ce qu'on a envie de leur expliquer, on vérifie leur compréhension, mais après, on les laisse décider de ce qui est bien pour eux. On évite d'être plus client que pour un changement. Et parfois, il faut être patient, parfois c'est vertigineux, parfois Parfois, c'est impressionnant, voilà, d'être responsabilisant. Mais voilà, moi, dans mes interventions, j'essaye d'être extrêmement vigilant sur ce point-là. Et je trouve que souvent, c'est le plus fructueux. C'est souvent celui qui permet de sortir d'un jeu relationnel dans lequel les personnes qu'on accompagne nous invitent à les convaincre qu'elles devraient faire différemment. Ça me permet d'échapper à ça. Et donc, mon mot de la fin, en fait, ce serait de dire que, voilà, enfin, je reprendrai ce que Mary Parker disait, que l'homme n'est pas là simplement pour jouir de la vie, sa finalité n'est pas le plaisir, mais son but ou son instinct, c'est de développer ses capacités à jardiner dans la sauvagerie de la nature. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être tu as le temps d'une ou deux questions? Avec plaisir, oui, bien sûr, oui. Ou des remarques ou des partages Oui, d'impressions. c'est ça, absolument, allez-y. Moi, j'ai beaucoup parlé, presque 2 heures.
Bonsoir, moi j'aimerais intervenir et enfin, avoir une aide. C'est Jamila. Moi, je ne suis pas dans le monde de l'entreprise, j'accompagne en fait des particuliers. Et là, je suis dans une situation qui me pose problème. J'ai une mère avec sa fille, une mère âgée avec le diabète, le cœur, tout ce qu'il faut, et une fille qui doit l'accompagner et l'aider, et où le dialogue est complètement rompu entre celle qui conseille et qui essaye de prévenir et celle qui est consciente mais qui ne peut pas arrêter tous les comportements qui sont à risque pour elle. Et elles viennent pour que je les aide quelque part donc à réduire ce conflit et à trouver un terrain d'entente pour pouvoir survivre à la responsabilité qu'a la fille et quelque part à une espèce de fatalité d'inconscience que la maman, du point de vue de sa fille, elle a. Comment opérer dans cette situation-là en étant responsabilisant en donnant des actions dites correctrices sans avoir à empêcher la mère de manger tout ce qu'elle veut alors qu'elle a le diabète et à la fille d'être tout en gendarme et où la relation est presque totalement rompue. Je sais Je peux donner une première indication qu'il faudra prendre avec beaucoup de prudence, hein, parce que bien entendu, il y a tout un travail de mise au point et d'affinage à faire. Peut-être, il me semble que j'entends dans ce que vous dites que c'est plus la fille qui serait cliente pour un changement que la maman, en fait. Et donc, je comprends que dans ce que vous dites, la fille a essayé de raisonner sa maman. Oui, oui, oui. Et elle l'a emmené chez le nutritionniste pour qu'il y ait une tierce personne, chez le diabétologue, la maman, pour elle, elle fait des efforts, mais ne peut pas s'empêcher de pas dormir quand il faut, de décaler les horaires des médicaments, en ayant mis elle a mis en place plein de choses. Mais ce qui la chagrine le plus, c'est le climat dans lequel elle finit par vivre, où elle a l'impression de plus d'avoir de relation avec sa mère. Évidemment, évidemment. Donc peut-être que là, peut-être qu'elle pourrait un peu changer sa posture vis-à-vis de sa mère, et notamment, je pense que ce serait important qu'elle dise à sa maman, tu sais, je me fais du souci pour toi, tu sais combien, voilà, ça me préoccupe cette situation, et en fait, je me dis que tu dois me trouver harcelante avec tout ce que j'essaye de t'amener à faire et que tu veux pas faire. Voilà, moi je me suis dit ça en tout cas. A priori, on l'a fait ensemble, mais la maman, sur le coup, elle dit « Oui, mais je sais, mais ils le disent tout le temps à la tue et tous les médecins. » J'ai pas entendu, Jamila, pardon. Pardon. Je dis, la maman l'entend, et sur le coup, c'est une experte à manger de sucre, elle sait qu'il faut faire de la marche, elle sait tout ça, et elle sait que sa fille ne pense qu'à son bien. Sauf que dans la réalité, parce que quand je la prends à part, elle va me dire mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai rien pris, la friture, mais moi je sais, si on me refait les analyses, j'ai même pas de cholestérol, voilà. Donc en fait, elle est complètement dans une contradiction elle-même dans ce qu'elle me raconte. Elle sait, mais en même temps, je pense que voilà, son comportement la dépasse. Et donc, moi, je pense que ce serait important que la fille dise qu'elle a compris que tous les soucis qu'elle se fait pour sa maman sont inutiles, parce que ça ne marche pas, et que donc il faut qu'elle se prépare à ce que sa maman meure bientôt. Et donc il faudrait qu'elle parle avec sa mère dans l'idée qu'elle va mourir bientôt. Ah, le 180 degrés extrême. Ah ben oui, là c'est un peu violent, mais à un moment donné, s'il n'y a que la fille pour veiller sur les choses, ça ne va pas aller, comme la maman ne tient pas compte. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est intéressant de voir si la maman va réagir d'une manière ou d'une autre. Elle va dire, ben non, tu rigoles, il est hors de question que je meure tout de suite, tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça.
par exemple. Enfin, j'en sais rien. Enfin, dans ce que j'ai vu, c'est plus de la victimisation. De toute façon, je ne sers à rien. De toute façon, Oui, voilà. oui, bien voilà, j'ai essayé de te dire que c'était pas le cas, mais je vois. Donc je vois bien que la vie est très pénible pour toi. Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que au moins ta fin de vie puisse bien se passer? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment on ferait? Est-ce que tu veux qu'on fasse un gueuleton? Est-ce que voilà, moi ça me fait de la peine, mais ce qui est important pour moi, c'est respecter tes volontés à toi. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passerait à ce moment-là. C'est impressionnant comme situation, bien entendu. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. De rien. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat par Jean-Jacques, en fait, à propos de la double contrainte. Je n'ai pas dit le troisième élément. Merci, Jean-Jacques, pour ta vigilance. Le troisième élément, c'est l'impossibilité de métacommuniquer. On ne peut pas s'ajuster, on ne peut pas parler de la situation. On ne peut pas dire qu'on se sent pris entre le marteau et l'enclume, qu'on est perdu. Et en fait, moins on en dit, plus ça se complique, moins on en dit. Et c'est là où je trouve que nous, intervenants, nous jardiniers, on a un peu une responsabilité. Et donc, par exemple, quand j'interviens sur un système large, je réalise ce que j'appelle un diagnostic interactionnel, c'est pour aller attraper les redondances du fonctionnement de la banalité du quotidien. Et quand je restitue ça, en fait, je fais une intervention sur le système parce qu'après, les gens ne peuvent plus faire semblant de ne pas savoir comment ça fonctionne et comment ils s'y prennent tous comme des patates pour bien se pourrir la vie à l'intérieur du système. Voilà. Donc, moi, j'aide à une forme de métacommunication. Et quand j'accompagne des individus, bien souvent, je peux les aider à préparer une métacommunication par rapport à la situation parce que on apprend ça nulle part, on n'apprend pas trop à parler avec des précautions oratoires. Ce que je vais vous dire va vous déplaire, vous allez être choqué, etc., etc. Il y a tout un travail à faire où on dit à son patron, ce que je vais te dire ne va pas te faire plaisir, je te prie de bien vouloir m'en excuser. Voilà, ça aide à métacommuniquer, ça aide à réouvrir un peu de possibilités de métacommunication et ça va diminuer la double contrainte, en fait, à ce moment-là. Merci Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Une ou deux, hein, on peut y aller. Ou un commentaire? J'ai peut-être une question. Enfin, en tout cas, Oui. j'ai une question, je vais la poser. Je pense avoir la réponse, mais j'aimerais l'avis de l'expert. Enfin, j'ai déjà suivi la formation systémie avec Claude Duterre, moi. Hein, donc, Ah ben voilà, donc tu es allé à la même école. Hein. Oui, je sais, puisque c'est toi qui nous avais fait la présentation à l'Institut Repère, et c'est Claude qui a fait la formation. Parfait. D'accord, donc je connais un petit peu tout ça. Je trouve ça toujours aussi fascinant. Hein, j'ai passé une soirée merveilleuse. Tout ce que tu dis là, au niveau de... Bon, tu l'as placé dans le cadre de l'organisation, mais dans les faits, tu prends n'importe quel système. Typiquement, moi, j'accompagne des personnes ce matin, justement, une personne qui est dans un imbroglio, on va dire, relationnel, mais plutôt en famille, quoi, quelque part. C'est un petit peu le cas qu'on avait vu avant, enfin, sans être le même cas. Évidemment qu'on peut appliquer les mêmes principes, c'est la même démarche, en fait. Je veux dire, c'est pas parce que c'est pas forcément à destination des organisations. On peut aussi l'appliquer à un système familial, personnel, etc. Oui. C'est ça qui est fantastique parce que quels que soient les systèmes dans lesquels on est, il y a un truc qui est récurrent à tous les systèmes, c'est que partout ça interagit. Hein. Donc quand ta clé de lecture, c'est les interactions, quelque part, tu as une clé de lecture universelle. Oui. Quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues, moi je trouve ça vraiment génial. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu infini en fait avec l'approche de Palo Alto. J'ai l'impression d'avoir du boulot encore pour les 150 ans qui viennent. Hein. Enfin, je vais faire mieux que Paul en fait, parce que Paul il a quelques années d'avance encore par rapport à moi, mais je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Hein. Je vais... Bon, un grand merci, c'était super. Enfin, j'ai vraiment adoré.
Merci Stéphane. Et il faut continuer, hein. Il faut continuer l'approche de Palo Alto. Peut-être Donc, sur les- voilà. pardon, excuse-moi. Je sais que vous avez une formation sur approfondir les questions. Ouais, Ok, avec quelque Claude. chose comme ça, ouais. On co-anime avec Claude. Oui, oui. C'est 6 fois 2 jours. On cherche du monde s'il y en a qui sont intéressés. Ah, Inscrivez-vous. je suis intéressée, et c'était ma question justement, où on apprend ces formulations un peu. Mais Jamila, est-ce que tu as suivi le premier niveau de la formation systémique? Oui. Avec Claude ou avec moi? Non, avec Claude. Ah, avec Claude. Eh ben voilà, envoyez-moi un petit message. Dites-moi si vous êtes intéressé. Alors, moi, je t'ai laissé un message vocal. Bonsoir, Olivier. C'est Frédéric. Je t'ai laissé un message vocal il y a 3 semaines. Ce serait super si tu pouvais me rappeler Il y a et 3 semaines. répondre. Oui. Non, je suis désolée, Frédéric. Ouais. Je n'ai pas su. Bon, bah, je retenterai alors. Ouais, je veux bien parce que Alors, je voulais juste apporter un désolée, témoignage. Frédéric. Moi, perso, j'ai suivi les modules de systémie à l'Institut Repère. Je me suis régalé avec Claude, hein. Et comme il y avait le Covid, en fait, on devait avoir un coup de poing, un coup de lui. En fait, on a eu 2 fois Claude. Et il y a un truc que je trouve fascinant dans l'approche de Palo Alto, c'est l'éco-finalité. C'est-à-dire qu'on tente un truc, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et j'ai vécu un truc l'année dernière qui était assez marrant dans un conflit d'équipe, etc. Donc, bébé, hein, je suis pas du tout à ton niveau, donc j'ai à ma mesure. J'ai fait une tentative de solution à 180 et en fait, c'était miraculeux. En fait, tout d'un coup, toute cette équipe qui était complètement coincée, c'était une équipe de finance où il y avait un mec qui venait d'arriver, qui était promu, donc qui faisait le chef. Enfin, bon, bref, ça n'allait pas du tout. Et ben, tout d'un coup, en fait, ça s'est bien passé et le mec est parti tout seul. Mais en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas, c'est bon. Enfin, mon intention, c'était pas que le mec se barre, c'était juste de résoudre le problème de On s'en l'équipe. fout. Ça a Et il est résolu. parti, en fait. Voilà. Et DRH, j'étais content. Bref, donc je te laisserai un nouveau message. Merci pour cette soirée, Désolée, c'était Frédéric. fascinant. Merci Vraiment, beaucoup. laisse-moi un message. C'est pas Ça normal. marche. En général, je suis assez vigilant, mais là, visiblement, il ne m'est pas parvenu. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez suivre la formation pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, vous allez sur le site du jardinier relationnel, vous m'envoyez un petit message. La prochaine session, elle est pleine, mais il y en a une qui va démarrer, la prochaine aura lieu en septembre et en octobre. Inscrivez-vous à ce moment-là, si vous êtes intéressé. On en parle ensemble. Contactez-moi avec plaisir pour continuer à répondre à vos questions à ce moment-là. D'accord? Marie-Christine, tu veux dire un petit mot de la fin? Comment Je voudrais te remercier, je me suis régalée, vraiment. Et puis, ça m'a rappelé des souvenirs, puisque j'ai suivi la formation aussi. J'ai fait les 4 premiers modules de Palo Alto, de l'école, Palo Alto, à Paris. Il y a un petit bout de temps et ça m'a réveillée. Avec l'Institut Grégory Bateson, tu l'avais fait, c'est ça? Oui. Ah, super. Ok. Pareil. Parfait. Bon, alors, s'il n'y a plus de questions, on va Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Merci. super. Ouais. Infiniment, Olivier. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant, Olivier. Oui, passionnant. C'est Fabienne. Merci Fabienne pour ton écoute. Il y a Florence qui sourit là-bas au loin. Je vais lui dire aussi. Super. Merci beaucoup, Olivier, c'était passionnant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Alors, puis merci pour les graines, les feuilles, les racines, les fleurs. Jardin anglais, tout va bien. Ouais. On peut bien la filer, cette métaphore-là, quand même. Elle est très inspirante. Bon. Super, alors, merci beaucoup Olivier, merci Marie-Christine. Merci Olivier. Merci à pour bientôt. votre présence. À bientôt, merci. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci Marie-Christine. pour les questions. Merci à vous. Oui, merci Marie-Christine aussi. Ouais. Merci.